Alors, c'est une personne qui se demandait en séance comment toi tu accompagnes les acouphènes. Alors, bien sûr, on ne parle pas des suivis qui auraient besoin d'être médicaux, mais vraiment là, hors cause physiologique. Et quels outils éventuellement, toi, d'auto-hypnose, tu pourrais transmettre, des outils simples pour aider la personne à mieux les gérer au quotidien, à pouvoir vivre mieux avec. Hmm. D'accord. Alors oui, c'est une question qui revient souvent, étrangement. Alors parce que c'est Oui, pas c'est forcément vrai. la demande qu'on a le plus en cabinet non plus, hein. Parce que les gens pensent pas forcément que l'hypnose peut avoir une action là-dessus, mais en effet, c'est vrai que l'hypnose peut être quand même une indication intéressante. Donc comme tu disais, c'est vrai qu'il faut écarter d'abord toutes les causes physiologiques. Ça, donc faut bien s'assurer qu'on est en train de travailler sur un phénomène d'acouphène qui est vraiment uniquement, qui n'est plus lié à une lésion. Mhm. Ça, c'est une chose. Alors l'acouphène quand même, parce que peut-être tout le monde n'a pas forcément une idée très claire de ce que c'est la perception d'un son. Par exemple, ça peut être des bourdonnements, ou il y a des gens qui vont entendre des sifflements, ou d'autres sons qui en général sont quand même assez désagréables. Mais ça dépend, vous pouvez avoir des personnes qui vont entendre des sons, mais qui sont pas hyper désagréables, mais souvent c'est quand même très désagréable, donc ça génère une gêne. Qui sont pas liés à quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment absolument rien à un niveau acoustique. C'est vraiment produit en interne, voilà, par le crâne, quoi. C'est-à-dire par l'oreille ou par d'autres interférences. Et donc la personne entend des sons qui n'existent pas, pour ainsi dire. Et donc c'est vrai D'accord. que ce qu'on appelle l'acouphène, c'est une partie symptomatique. C'est-à-dire par exemple, c'est souvent, si une personne a une lésion au niveau de l'oreille, elle peut avoir un acouphène. Donc, dans le sens où elle peut entendre, elle peut avoir cette espèce d'hallucination de son qui n'existe pas. Mais ça peut être le symptôme d'autres troubles, et notamment de troubles psychologiques éventuellement, ou ça peut être aussi juste quelque chose qui est resté après une lésion. La lésion est elle-même résolue, mais il y a toujours ce symptôme qui reste, qui devient du coup psychologique. Euh, et si j'insiste là-dessus, c'est parce que il y a eu une discussion récemment sur un forum où justement on se demandait et on discutait sur la possibilité pour les acouphènes de disparaître. Certaines personnes disaient les acouphènes ne disparaissent pas. On peut éventuellement par l'hypnose faire en sorte que la personne ne les entende plus, mais ils sont toujours là. Et pour moi, ça n'a pas vraiment de sens puisque c'est un peu comme dire qu'une personne, par exemple, si une personne a mal, si une personne a une douleur, de dire qu'on j'ai réussi à faire disparaître sa douleur, mais la douleur est toujours là. Non, si elle n'a plus mal, elle n'a plus de douleur. Par contre, elle peut avoir encore une blessure. Si elle était blessée et qu'elle avait mal parce qu'elle était blessée, sa blessure est toujours là. L'appareil pour les acouphènes. Les acouphènes, ça désigne le fait d'entendre les sons. Donc si la personne ne les entend pas, à ce moment-là, l'acouphène n'est pas là. Et si toute sa vie, cette personne se retrouve à ne pas les entendre, on peut dire qu'ils ont disparu. Simplement, en effet, s'il y a une cause sous-jacente, il peut y avoir une chance qu'on arrive à les éteindre temporairement, mais que la cause les cause à nouveau. Donc il y a deux axes principaux, mais c'est un peu comme quand on travaille sur le sommeil, etc. Il y a deux axes principaux qui Oui. sont soit je vais travailler la cause, s'il y en a une. Alors si la cause est physiologique, c'est justement le travail du soin médical. Mais si la cause est à un autre niveau psychologique, alors un psychologue, un psychothérapeute pourra faire un travail de fond sur cette cause. Soit je vais travailler à l'apaisement de la souffrance immédiate, c'est vraiment du symptôme. Hein. Et en hypnothérapie, souvent, c'est ce qu'on va faire sur ce genre de choses. Donc je vais travailler uniquement sur cette partie-là, sachant que du coup, ça va peut-être pas résoudre un problème de fond, ça va peut-être revenir, mais on va pouvoir y retravailler à chaque fois pour lui fournir un apaisement régulier. Ou bien, et c'est là que la deuxième partie de la question, je pense que la question est posée par quelqu'un qui connaît un peu la question, qui connaît un peu le sujet quand même, Je pense, oui. ou bien justement, on va fournir à la personne des outils d'auto-hypnose, et ça, moi, je procède souvent comme ça, fournir à la Mhm. personne des outils d'auto-hypnose afin qu'elle puisse ensuite gérer son acouphène par elle-même. C'est-à-dire, c'est pas un travail de fond, c'est sûr, mais dès qu'il revient, elle va pouvoir le diminuer ou le rendre moins désagréable, voire l'enlever. Ce qui fait que, en fait, on pourrait résumer la chose de différentes façons. Soit on fait un travail de fond pour faire en sorte qu'elle vive sans ces acouphènes, qu'ils disparaissent, soit on fait un travail, on l'équipe pour faire en sorte qu'elle puisse vivre avec. Donc dans pas mal de cas, c'est bien déjà de l'équiper pour faire en sorte qu'elle puisse vivre avec. De faire en sorte que déjà la gêne qui est procurée par ce symptôme soit diminuée, pour qu'ensuite Mhm. éventuellement elle ait plus de loisirs elle soit mieux reposée, ça la gêne moins, ça l'empêche moins de dormir, etc. Et du coup, si elle est moins fatiguée, elle va pouvoir éventuellement, si elle le souhaite, faire un travail de fond pour avancer sur des dossiers qui sont corrélés. Mais si elle le souhaite seulement. Mais bon, quand je dis ça, évidemment, la question c'est comment faire. Alors il y a une méthode toute simple qui nécessite même pas une hypnose profonde, même carrément pas d'hypnose, même dans certains cas, et qu'on m'avait apprise et qui marche très très bien et que j'utilise souvent.
Mais alors encore une fois, ça D'accord. marche pas très bien avec tout le monde, hein. Je veux dire, les acouphènes, clairement, il y a des cas où on a beaucoup de succès, il y a des cas où on a beaucoup plus de fil à retordre, et puis parfois on n'y arrive pas, hein. Mais ça valait le coup d'essayer quand même. Mais une méthode qui fonctionne bien, c'est de passer par l'idéomoteur. Je m'explique. Vous faites par exemple une Ouais. lévitation du bras. Alors, pas forcément une lévitation du bras dans un état d'hypnose, hein. Ça peut être vraiment voilà, un petit test. Vous faites une catalepsie, vous mettez la main de la personne en l'air, ou par exemple les deux mains l'une en face de l'autre, et puis vous les faites se rapprocher, comme si elles étaient aimantées, etc. Donc un phénomène comme ça qui nécessite pas vraiment d'être hypnotisé avant. Simplement, vous faites en sorte quand même d'avoir obtenu une bonne qualité de dissociation. Ça, c'est très très important pour la suite. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites une lévitation du bras, la main qui monte, le coude qui se plie, peut-être que vous avez commencé par une méthode qui consiste pour la personne à y mettre du sien, à le vouloir et à aider un peu, ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à un point où elle a la main qui monte sans y mettre du sien. Elle la regarde monter, elle est étonnée. Ah, tiens, elle monte toute seule ma main, peut-être même par à coup, peut-être... Voilà, vraiment une belle qualité de dissociation, quitte à ce que ça soit long, hein, mais on prend du temps pour ça. Parce qu'une fois qu'on a ça, donc on peut faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire, bah voilà, maintenant, on va refaire la même chose, mais cette fois, quand je vais donner le signal à votre main de monter, elle va monter, mais plus la main va monter, et plus votre acouphène va augmenter. Vous allez l'entendre de plus en plus, ça va être de plus en plus gênant d'ailleurs, peut-être même quand la main sera vraiment bien montée, ça sera douloureux. Donc éventuellement, avant, vous lui avez demandé sur une échelle de 0 à 10 à combien il est, et puis comme ça, bon, vous faites monter la main, et puis ensuite vous lui demandez maintenant c'est à combien. Et donc, vraiment, dans la plupart des cas, vous avez un bon résultat, vous avez un très bon résultat, c'est-à-dire que la personne a un acouphène qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus gênant. Ce qui fait que, bah, finalement, au fond d'elle, elle a qu'une envie, c'est que ça descende. Elle a qu'une envie, c'est que ça redescende. Donc ça, vous avez également augmenté sa motivation. En augmentant la gêne, vous augmentez la motivation d'une certaine façon. Puis vous lui avez prouvé une chose. Vous avez fait une première étape qui prouve une chose, c'est on peut agir dessus. Il y a déjà un premier recadrage, une première croyance. C'est pas on peut agir dessus positivement, on peut agir dessus pour l'enlever. C'est on peut agir dessus déjà. Chaque chose en son temps. Donc ça semble, il y a moins de pression, la personne le veut moins ça, donc elle va moins se dire oh là là j'espère que ça va marcher. Bon, elle ne veut pas que ça augmente, donc à la limite elle se fait surprendre, donc on a vraiment un peu moins de résistance. Ensuite, vous demandez à la main de descendre, et évidemment, plus la main descend, plus l'acouphène descend. Et donc la personne, ensuite, vous lui faites retester, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, et là elle constate qu'en effet son acouphène est descendu. Vous pouvez refaire l'expérience plusieurs fois, mais surtout ce qui va être intéressant dans un deuxième temps, ou on va dire dans un troisième temps. Disons qu'il y a un premier temps qui est entraîner à la lévitation de main pour du beurre. Deuxième temps, on le relie à l'acouphène, et c'est vous qui déclenchez. Le fait de le faire monter et de le faire descendre. Troisième temps, c'est toujours relié à l'acouphène, mais cette fois c'est lui qui déclenche, ou elle qui déclenche. C'est-à-dire que vous dites à la personne, vous allez dire tel mot, ou vous allez donner un ordre à votre main, elle va monter, et l'acouphène va monter. Puis ensuite vous allez donner tel autre ordre à votre main, puis elle va descendre. Et vous lui faites faire, vous l'accompagnez, vous le faites faire avec la personne. Et donc là elle constate que c'est vrai que non seulement ça répond, mais ça répond à son signal aussi. Donc vous lui filez le relais. Et puis dans un dernier temps enfin, vous pouvez carrément même... lui dire, moi, c'est souvent ce que je fais, c'est que je l'envoie faire tout seul. C'est-à-dire que même je lui demande de changer de position, de se mettre debout ou assis ou sur une autre chaise, etc. Et d'aller se faire un peu ça en auto-hypnose pendant 5 minutes, et puis de me dire ensuite quand c'est fait. Et donc la personne constate qu'elle sait le faire. Et donc ça, maintenant, après, elle peut le faire chez elle. C'est-à-dire que quand elle a cet acouphène, chez elle, elle peut prendre 5 minutes pour l'augmenter d'abord, puis le diminuer, voire le faire disparaître complètement. Bon, alors vous allez me dire, c'est juste un apaisement de surface, mais c'est un apaisement de surface que la personne sait faire elle-même. Tu anticipes ma question. Ah oui, j'ai l'habitude de ces questions, mais c'est un apaisement de surface, certes, mais que la personne sait faire elle-même. Donc il y a quand même une autonomisation, un apprentissage. Et puis d'abord, ça permet de voir si la personne l'a fait ou pas. Si elle l'a pas fait, on peut vraiment questionner sa motivation quand même dans le projet. Donc déjà, si elle a fait ça, on peut peut-être aller chercher plus loin après. Mais il y a un phénomène que j'ai constaté plusieurs fois, pas forcément systématiquement, mais plusieurs fois, c'est qu'il y a des personnes, quand on leur donne comme ça, quelque chose qui leur permette de s'apaiser, au bout d'un moment, elles l'ont plus, le symptôme, ou très rarement. C'est comme s'il y avait une partie d'elle qui savait que ça sert à rien de le faire, puisque de toute façon, il sait comment l'enlever. Il y a une partie d'elle qui est rassurée, peut-être. Il y a toute une peur qui était autour, ou peut-être aussi une croyance. Peut-être que c'est une question de croyance. Peut-être que la personne avait la croyance que c'est là, et qu'elle va en souffrir toute sa vie.
Et désormais, maintenant qu'elle a un levier, évidemment, elle, par l'expérience, acquis une compréhension différente de ce qui se passe en elle. Et maintenant, elle sait désormais que c'est très relatif quand même tout ça. Et du coup, elle y croit moins, et du coup, elle l'a moins. Enfin, je sais pas par quel truchement, mais en tout cas, le fait d'agir de cette manière-là, souvent permet à la personne ensuite qu'elle s'en débarrasse d'une manière harmonieuse et profonde. Enfin, bien intégrée. Donc ça vaut le coup d'essayer parfois de vraiment agir sur le strict minimum, une sorte de pédagogie, d'une reprise d'un contrôle de soi, et pas plus, pas tellement plus derrière. Pas forcément chercher à ce que moi je sois celui qui a exorcisé cette personne en disant maintenant l'acouphène sort de tes oreilles. Ça peut être une approche en effet. Donc ça peut être une approche d'auto-hypnose. Je pense en tout cas que... Alors là, c'est une approche d'auto-hypnose qui permet de focaliser dessus. Il y a des approches qui consistent à focaliser sur autre chose, comme avec la douleur. Mais avec l'acouphène, ça me semble un petit peu délicat, quoique, ça dépend. Si la personne répond bien à l'auto-hypnose, en effet, on peut lui faire aussi, tout simplement, l'apprendre tout simplement à aller dans un endroit et à rêver en auto-hypnose et à quitter l'ici et maintenant. Et à ce moment-là, ce qui va être intéressant dans l'expérience imaginaire, ça va être surtout qu'elle focalise son attention sur des sons. Par exemple, si elle s'imagine dans un jardin et qu'elle écoute le bruit des oiseaux, soudain, elle va décider que ce qui parvient à sa conscience comme bruit ne sont plus des bruits en provenance du monde réel, ni des bruits qu'elle se rajoute sur le monde réel, mais sont désormais les bruits de cette expérience. Donc elle va pouvoir entendre les oiseaux, etc. Et quand elle revient, en général, elle récupère... C'est pareil comme avec la douleur, elle récupère pas l'acouphène entièrement, voire pas du tout. Donc le fait d'avoir pendant 5 minutes ou 10 minutes su aller ailleurs et se couper complètement des sons, c'est aussi une excellente méthode pour apaiser sur le coup. Après, pour un travail de fond, en fait, vu que c'est qu'un symptôme, ça dépend de ce qu'il y a derrière. Hein. Il peut y avoir toutes sortes de choses, donc il faut sortir la méthode qui corresponde à ce qu'il y a derrière. Moi, je dirais méfiez-vous des interprétations. J'entends parfois, ou je lis parfois, des gens qui vont se ruer sur des interprétations. De toute façon, les acouphènes, c'est signe de ceci, de cela. C'est toujours un problème de relation avec soi, avec ceci, avec sa mère, avec son père. Ou alors, comme c'est lié à l'oreille, ou alors il y a quelque chose que je ne veux pas entendre. C'est comme le bruxisme, où les gens disent il y a quelque chose que je n'ose pas dire. Moi, je ne suis pas très très client de ce genre de psychologie de comptoir. Mais par contre, il peut s'avérer que c'est vrai. Il peut s'avérer que parce que la personne rentre dans l'hypnose, elle accède à un moment donné à une compréhension, et finalement, dans l'hypnose, nous dit, mais le problème, c'est pas l'acouphène, il y a ça et ça et ça, et on se dit, mais bien entendu, ça fait sens. Mais il faut que ça vienne de l'autre spontanément en ce cas-là. Il ne faut pas que ça soit nous qui allions projeter et expliquer à la personne que l'acouphène, en psychologie, ça signifie ça, ça, ça et ça. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas de la psychologie d'ailleurs. Donc voilà ce qui me vient sur la question de l'acouphène, qui est un vaste sujet, mais voilà, aussi une chose, on perd rien à essayer sur un truc comme ça, vraiment, soit au pire ça marche pas, mais les gens sont vraiment dans une gêne terrible, et ça vaut le coup d'essayer de les apaiser avec l'hypnose quand même. C'est intéressant ce que tu disais justement par rapport au fait de traiter directement le symptôme, donc du coup le bruit parasite et la gêne occasionnée. Parce que justement j'avais un complément de question par rapport au problème de sommeil que ça pouvait entraîner, tu sais, avec le bruit qui empêche de dormir, etc. Et rien que le fait d'apaiser effectivement et de donner un outil à la personne pour apaiser, ça lui permet de mieux dormir et donc du coup d'avoir plus d'énergie au quotidien pour régler le problème en profondeur, et puis même pour pouvoir profiter un peu plus de sa vie. Donc c'est vrai que c'est quand même assez important. Je le souligne par rapport à ce que tu disais, quoi. Ah oui, absolument. Je crois que vraiment Enfin, je veux dire, alors le problème de l'acouphène peut empêcher l'endormissement. C'est vrai que ça peut être très très gênant, mais ça peut être lié. Ouais. On ne sait pas en fait si c'est l'acouphène qui a un impact sur le sommeil, ou si d'abord c'est la fatigue accumulée par un problème de sommeil qui va pouvoir aussi favoriser des acouphènes et d'autres phénomènes de distorsion comme ça. Ou si ce sont deux causes deux effets de la même cause, c'est-à-dire qu'il y a un problème à l'intérieur de la personne qui à la fois cause les acouphènes et à la fois l'empêche de dormir. Donc les corrélations sont très délicates.
Mais en effet, on peut avoir, et quand je dis on, évidemment, là, il faudrait faire du métamodèle sur ce on, mais justement, c'est du on, c'est du on, voilà, le on a une fonction en français qui n'est pas celle du nous, qui est certaines personnes, voilà, ou quelqu'un, ou au moins une personne. Il suffit de dire qu'il y ait au moins une personne pour qu'on puisse dire on. Donc, je vais me permettre de dire on. On peut parfois avoir une tendance, donc quelqu'un, au moins une personne, et j'en connais quelques-uns, donc peuvent avoir une tendance à vouloir absolument faire un travail de fond, à vouloir absolument être un psychothérapeute des profondeurs sur quelle que soit la question, quoi, quelle que soit la question. Même si quelqu'un arrive avec quelque chose de très superficiel, il faut absolument trouver ce qu'il y a derrière. Or, quand on cherche, on trouve, hein, on peut facilement arriver à créer des liens et des causes, etc. Mais même quand il y a quelque chose derrière, c'est pas toujours notre boulot de s'en occuper. On a souvent des troubles qui en réalité sont circulaires, c'est-à-dire par exemple si quelqu'un a un blocage émotionnel, du coup ça lui crée des ruminations, ces ruminations l'empêchent de dormir, comme il dort pas il est fatigué, comme il est fatigué il est beaucoup plus émotif, comme il est beaucoup plus émotif son blocage s'exprime, enfin ouais, là je dis ça, c'est pas forcément hyper logique ce que je dis, mais voilà, et du coup comme son blocage s'exprime, ça le fatigue, comme ça le fatigue le soir il arrive moins bien à dormir, etc. Donc il y a une chaîne, on sait plus où est l'œuf et la poule là-dedans, donc à un moment donné il faut casser cette chaîne par quelque chose. Et ça peut être une très très bonne idée de casser cette chaîne par une approche très très directe sur par exemple le sommeil. Ok, la personne va mieux dormir, mais elle va mieux dormir artificiellement, en réponse à une suggestion. Oui, mais il n'empêche qu'elle sera mieux reposée. Et si elle est mieux reposée, il est possible qu'elle gère un peu mieux sa sensibilité. Et si elle gère un peu mieux sa sensibilité, elle va pouvoir peut-être auprès de son psychanalyste, son psychothérapeute, j'en sais rien, mieux aborder, ou auprès de son hypnothérapeute, pourquoi pas, mieux aborder d'autres aspects qui n'était jusque-là pas accessible vu son état, quoi. Donc parfois la priorité elle est juste de reposer la personne ou de la soulager d'une gêne ou d'une douleur ou d'un acouphène qui pose un problème là immédiatement maintenant. Donc c'est pas le diable d'agir sur des effets superficiels. C'est pas vraiment un sacrilège absolu, au contraire. C'est amener un apaisement, on sait qu'il ne sera pas forcément toujours durable et solide et suffisant, mais il est quand même un apaisement. Amener un apaisement, c'est amener un apaisement. Et j'ajouterais que, bon, je ne vais pas faire toute une tartine là-dessus, parce que la question ne porte pas là-dessus, mais pour l'avenir de l'hypnose, et en particulier l'avenir de l'exercice de l'hypnose par les gens qui ne sont pas des professionnels de santé dans un cadre médical, apprendre à bien circonscrire justement son champ d'action, et même par rapport à un trouble, non pas considérer que je vais résoudre ce trouble, mais que je vais intervenir, que je vais amener une aide, que je vais tenir un rôle à l'intérieur d'un processus pluridisciplinaire, pour apporter un apaisement, et bien savoir sur quoi je vais apporter un apaisement. Ça permet notamment de mieux collaborer avec des spécialistes dans différents champs. Par exemple, voilà, si je dis moi je vais agir que sur la détente pour que la personne soit plus relaxée, ou si moi je vais agir que sur le sommeil pour que la personne soit mieux reposée, ça permet aussi, à mon avis, d'avoir un travail pluridisciplinaire et d'avoir un peu moins de guéguerre de chapelle, parce que c'est vrai que quand il y a moins de concurrence en réalité. On travaille sur des choses différentes et complémentaires pour le bien de la personne. Donc il y a même, non seulement, c'est pas une mauvaise chose d'agir à un niveau vraiment très local, et sans aller chercher à être cette espèce de Dr Freud voilà, qu'on a toujours fantasmé, mais d'agir vraiment en surface. Mais en plus de ça, je pourrais le recommander dans beaucoup de cas, et ça peut être vraiment, pour un travail pluridisciplinaire, ça peut être vraiment une excellente chose. Je sais pas comment des acouphènes ne sont arrivés là, mais enfin voilà. C'est une parenthèse intéressante. Après, je serais ravi d'entendre vos témoignages aussi sur les acouphènes. J'ajouterais, mais je vais prendre vraiment une minute pour ça, c'est... Il y a plein de théories en fait, il y a plein d'hypothèses. Je ne sais pas où c'en est exactement là-dessus, mais il y a plein d'hypothèses différentes. Donc quand vous avez entendu une théorie qui explique pourquoi est-ce qu'on a des acouphènes, prenez-la comme une description possible, mais pas forcément comme une valeur de vérité, comme une parole de vérité. D'autant qu'en plus, il peut y avoir, sous le même phénomène d'acouphène, plein d'explications différentes et plein de mécanismes différents. D'ailleurs, c'est le cas. Mais une explication que j'avais entendue qui était intéressante, c'était que c'était des sons. Alors bon, je dis pas que j'y adhère, j'en sais rien, j'ai pas la possibilité de vérifier ça, mais que ce sont des sons feedback, c'est-à-dire que l'oreille envoie des sons au cerveau, que le cerveau aussi teste l'oreille en quelque sorte, qui d'habitude, qui sont là, qui sont présents, mais qui ne sont pas entendus par nous, parce qu'on n'y fait pas gaffe, un peu comme on oublie la sensation de nos vêtements sur notre corps quand on les met, parce que ça, c'est pas intéressant comme info. Il y a des tas d'infos qui sont perçues par nos sens, qui arrivent jusqu'à notre cerveau,
mais qui vont pas être donnés à notre conscience parce que c'est pas intéressant, c'est pas de l'info pertinente. Donc il y a des tas de sons que nos oreilles entendent, mais vraiment énormément de sons que nos oreilles entendent qu'on ne va pas entendre à un niveau conscient, parce que c'est pas intéressant. Même à un niveau qu'on peut très bien identifier. Par exemple, s'il y a un brouhaha, plein de gens dans une pièce, et puis qu'il y a une personne qui me parle, je vais être capable d'isoler cette personne. C'est-à-dire vraiment de faire une anesthésie auditive, une hallucination négative des autres sons pour l'isoler. Eh bien là, en quelque sorte, cette théorie dit que ces sons-là sont présents chez tout le monde, mais la personne qui souffre d'acouphènes psychologiques à ce moment-là a une sorte d'hyperacousie. D'ailleurs, c'est souvent corrélé, l'hyperacousie et les acouphènes, c'est-à-dire une hypersensibilité de l'oreille, et va se mettre à entendre des choses qu'elle devrait d'habitude snober à un niveau conscient. Donc en fin de compte, on peut procéder par une méthode aussi, mais c'est ce que je faisais à une époque, qui va l'entraîner par exemple à la paralysie, à l'amnésie, à différents phénomènes qui sont de la même nature, c'est-à-dire je ne parviens pas à percevoir quelque chose, ou je ne parviens pas à faire quelque chose que d'habitude je pourrais faire. Ou l'anesthésie, évidemment. Ne plus ressentir, par exemple, une sensation, un toucher, alors qu'il est là. Et ensuite, on le transfère là-dessus. C'est-à-dire que ces sons qui sont réels, réels, ils sont pas acoustiques, mais ils sont réels quand même, vous n'allez plus les entendre. Au même sens que vous n'entendez pas, par exemple, le son du sang qui circule dans vos veines au niveau de vos oreilles. C'est des sons qui disparaissent, qui sont snobés par le seuil de la conscience, d'une certaine façon. Bien, à nouveau, on va faire une sorte d'anesthésie là-dessus. Donc ça, c'est une approche aussi qui est intéressante, qui est peut-être un petit peu plus complexe, alors qu'on obtient de bons résultats avec une approche simple. Donc bon, si on peut faire simple, on fait simple.